Bienvenue à Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence émotionnelle et d'intelligence érotique. Depuis les dernières années, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. On compare aussi beaucoup l'intelligence émotionnelle entre les hommes et les femmes. J'aime aussi, moi, parler de la différence entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sexuelle érotique et la maturité émotionnelle et la maturité sexuelle et érotique. Parce que ce ne sont pas les mêmes affaires. Dans mon bureau, j'ai souvent des couples hétérosexuels qui se présentent, ou même parfois des couples qui sont homosexuels, puis il y a un partenaire qui se présente comme quelqu'un, ou qui le dit même verbalement, qui ne sont pas des personnes qui ont beaucoup d'intelligence émotionnelle. Ils ne comprennent pas trop ça, les émotions. Ils ont de la misère à nommer leurs propres émotions. Ils ont de la misère à repérer les émotions chez les autres personnes aussi. Typiquement, ce sont les hommes qui vont se présenter de cette manière-là. C'est souvent comment parfois des partenaires dans des couples hétérosexuels féminins vont présenter leur chum, en fait, aussi. Soit en thérapie individuelle, soit en thérapie de couple. Puis ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est quand on commence à faire la différence entre l'intelligence émotionnelle et la maturité émotionnelle, on réalise en fait que les hommes, malgré qu'on a tendance à dire que les femmes ont une intelligence émotionnelle plus importante que celle des hommes, souvent la réalité est un peu le contraire. De mon expérience, les hommes ont généralement plus d'intelligence émotionnelle que les femmes. Puis avant de réagir, prenez le temps de m'écouter, parce que je ne suis pas nécessairement ici en train de valoriser les hommes dans leur capacité d'avoir de l'intelligence. Pourquoi je considère que les hommes ont plus d'intelligence émotionnelle? Eh bien, en partie, c'est parce qu'on est capable de faire croire à nos partenaires, souvent féminins dans les couples hétérosexuels, qu'on n'en a pas d'intelligence émotionnelle, qu'on ne comprend pas, en fait, les messages sous-jacents, les langages non verbaux, les subtilités parfois qu'on peut avoir au niveau des émotions. Et comme on est capable d'implanter cette idée-là, donc on est capable de non seulement percevoir les émotions des autres, d'avoir de l'empathie pour les autres, puis qu'on est capable de masquer en fait qu'on ne comprend pas, puis qu'on implante l'idée qu'on n'est pas capable de comprendre certaines choses, ça c'est un signe d'intelligence émotionnelle. Par contre, ce n'est pas un très grand signe de maturité. Donc, quand on parle d'intelligence émotionnelle, souvent on fait référence aux gens qui sont capables de parler de leurs émotions, de reconnaître les émotions chez les autres personnes, d'avoir de la compassion pour quelqu'un d'autre, de saisir les émotions et savoir comment réagir avec ces émotions-là. Souvent des caractéristiques qui sont développées chez les filles, les femmes, les adolescentes. Et qu'à l'âge adulte, effectivement, ils ont peaufiné. Tandis que chez les hommes, au contraire, on leur fait développer des habiletés de masquer non seulement leur compréhension, mais leurs propres émotions aussi. Parce qu'on associe ces caractéristiques-là aux femmes. Et souvent, les hommes ne veulent pas avoir des caractéristiques féminines. Ici, au Québec, en Amérique du Nord, on commence à changer un peu ces tendances-là. Mais même encore aujourd'hui, les stéréotypes ne sont pas complètement enlevés. On apprend à un très jeune âge, en fait, aux garçons, de ne pas avoir des émotions. Pour comprendre, en fait, que je ne dois pas avoir des émotions, que je ne dois pas les exprimer, que je dois les réprimer même, donc non seulement les cacher, mais les réprimer, eh bien, ça nécessite d'avoir une intelligence émotionnelle pour comprendre ça. Ça nécessite de comprendre le système dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit. Et si je veux effectivement me présenter comme étant un vrai homme, eh bien, je ne dois pas trop vivre certaines émotions. Je peux vivre de la colère, je peux vivre du contentement, je peux vivre de la tristesse, mais pas trop. Il ne faut pas que ce soit de la tristesse qui me rend fragile. Parce que même si c'est ce qu'on réclame dans les dernières années au niveau des hommes, quand ça se passe vraiment qu'un homme est vulnérable, ça rend les gens inconfortables. On sait souvent pas quoi faire avec un homme qui est vulnérable, qui est fragilisé. Soit qu'on le prend en pitié, ou soit qu'on est juste tellement mal à l'aise qu'on ne sait pas quoi faire. Même si c'est peut-être quelque chose qu'on réclame
depuis vraiment longtemps, en fait, de notre partenaire. Et donc, les hommes ont développé toutes sortes d'habiletés pour être capables de cacher, réprimer leurs émotions et aussi de faire croire à leurs partenaires qui ne comprennent pas les leurs, qu'ils sont déconnectés, en fait, de cette réalité-là. Mais quand on regarde le concept du mind mapping, qui est un concept et une habileté que tout le monde a, c'est une habileté de survie, c'est ce qui nous permet, en fait, de déterminer est-ce que je peux séduire ou pas séduire quelqu'un, quelle approche je vais utiliser, que quand mon partenaire me regarde avec un regard perçant, tueur, parce que j'ai fait quelque chose de pas correct, je suis capable très bien de le comprendre. Tout ça, ce sont des signes d'intelligence émotionnelle. Je vais vous donner un exemple parfait qui vient justement d'arriver aujourd'hui. J'étais en supervision et puis la supervisée m'expliquait que le partenaire, pendant qu'elle questionnait en fait des comportements qui se passaient dans le couple, il a tout de suite en fait demandé est-ce que je devrais arrêter ce comportement-là? Elle n'a jamais nommé ça. Elle n'a jamais spécifié ça, mais par le simple fait qu'elle questionnait certaines affaires, le monsieur a pu comprendre en fait qu'il devait peut-être arrêter quelque chose. Mais dans d'autres circonstances, il peut faire semblant de ne pas comprendre les subtilités similaires à une communication qui n'est pas nécessairement directe. Et puis les hommes, on a vraiment développé une très grande capacité à faire ça. Je vais vous donner un autre exemple. Un partenaire masculin qui a plus de désir sexuel, qui approche son partenaire pour avoir des relations sexuelles, commence à l'embrasser, ressent que le baiser qu'il est en train de donner et de recevoir n'est pas vraiment impliqué. C'est comme des becs de canard. On ne le sent pas vraiment. Mais malgré ça, lui, il veut avoir une sexualité. Il ignore un peu les signes de désintérêt. Il continue. Il tente de progresser la relation sexuelle ou de se diriger vers la relation sexuelle, mais sent que sa partenaire est comme plus ou moins dedans. Mais malgré ça, il continue. Il voit les signes. Il prétend ne pas les voir. La partenaire a l'impression que ce sont des signes assez évidents, mais pourquoi il ne pourrait pas comprendre? Il me semble que c'est assez clair. Mais là, comme il ne comprend pas, je me sens un peu obligé de continuer. Donc, elle continue. Le couple a une relation sexuelle. Et malgré, en fait, que les deux partenaires ne veulent pas venir à la réalité que l'homme ici comprend très bien qu'il y a un désintérêt, lui veut quand même la relation sexuelle et persiste, insiste pour l'avoir. Mais souvent, le partenaire, quand il se présente dans mes thérapies, ils vont dire « Je ne les vois pas quand il y a des intérêts, etc. » Tu sais, des fois, elle me fait des signaux, des fois, je ne vois pas ces signaux. J'aimerais ça, des fois, qu'elle me démontre son désir sexuel, etc. On prétend, en fait, ne pas comprendre ces signes-là de désintérêt. Quand on revient du travail, on est capable de sentir la tension, l'atmosphère. Est-ce que ma conjointe est contente, elle est froide, elle est un peu rigide, elle n'est pas de bonne humeur, elle est vraiment contente de me voir, elle me désire? Ce sont tous des choses qu'on est capable de ressentir. Par contre, ça peut être à mon avantage de prétendre en fait que je ne connais pas. Donc, si moi, de parler de mes émotions, ça me rend inconfortable ou que je ne suis pas intéressé d'élaborer sur le vécu relationnel de tes collègues au travail, feindre l'incompréhension d'une situation relationnelle émotionnelle parce que je n'ai pas l'intérêt, c'est beaucoup plus facile à accepter comme réalité. Ah, mon chum, tu sais, il a de la misère à vivre ses émotions, etc. Il ne comprend pas ça, que de dire « je m'en fous, ça ne m'intéresse pas ». C'est beaucoup plus blessant parce que je vis un rejet. Versus je vis un désintérêt, pas un désintérêt, mais une incompréhension finalement de l'autre personne. Mais souvent, effectivement, on va être capable de comprendre ces choses-là en tant qu'homme. Mais comme c'est perçu comme étant plus féminin, que c'est à notre avantage de ne pas comprendre, et on perpétue un peu ce mythe-là que les hommes n'ont pas vraiment d'intelligence émotionnelle. Par contre, quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle et qui l'utilise à bon escient, avec de bonnes intentions, qui va se mettre vulnérable, qui va porter attention à la vulnérabilité des autres, aux fragilités, va démontrer de la compassion, ça, c'est ce qui démontre de la maturité émotionnelle. Et ça, c'est ce qui peut manquer chez les hommes, tout comme il peut en manquer chez les femmes. Mais les hommes ont généralement une très bonne intelligence émotionnelle. Les sociopathes, les narcissiques ont des très bonnes intelligences émotionnelles. Pour qu'un narcissique soit capable de savoir exactement quelle insécurité chez toi il doit peser dessus pour te sentir
fragile, il faut qu'il ait compris, en fait, il faut qu'il y ait de l'empathie. Pas de la compassion, mais il faut qu'il y ait de l'empathie pour comprendre, ah, c'est là que la personne est sensible, c'est là que je peux aller peser. C'est pas une attaque à l'aveugle, je sais exactement là où je dois peser. Et pour le savoir, je dois avoir de l'empathie, je dois avoir de l'intelligence émotionnelle. Par contre, mon intelligence émotionnelle, je ne l'utilise pas dans de bonnes intentions. Je n'ai pas de l'empathie de façon prosociale, j'ai de l'empathie antisociale. Donc, je peux ressentir tes émotions, je peux les comprendre. Je peux peut-être pas nécessairement les nommer, mais je peux les comprendre en tant qu'être humain. Tout le monde a cette habileté-là. Par contre, je n'ai peut-être pas de compassion, je n'ai peut-être pas l'intérêt de te réconforter. Ce n'est peut-être pas mon avantage. Je prends peut-être même un plaisir à te voir souffrir là-dedans. Ce qui est le cas, par exemple, d'une personne narcissique ou d'une personne sociopathe. Les politiciens ont une très bonne intelligence émotionnelle. On leur pose une question, ils savent où ce que la personne veut aller, et donc je veux bifurquer la conversation et ne pas répondre à la question. Parce que peut-être ça va me mettre les pieds dans les plats, etc. Donc, ils ont une très bonne capacité c'est une habileté qu'on associe beaucoup aux politiciens, d'être capable de bifurquer, de spinner, en fait, politiquement. Est-ce que c'est tous les politiciens? Évidemment pas. Mais il y en a que c'est une de leurs qualités. Et les hommes ont développé cette qualité-là. Les femmes, au contraire, ont développé beaucoup d'intelligence sexuelle. Mais encore une fois, n'ont pas nécessairement la maturité sexuelle. Donc, l'intelligence sexuelle, c'est de comprendre, en fait, les signaux sexuels. Mais les femmes ont compris, eux, au contraire des hommes, c'est au niveau de leur sexualité qu'ils doivent réprimer leur sexualité. Ils ne doivent pas avoir trop de désir. Ils ne doivent pas être trop initiatrices dans leurs approches. Il faut qu'ils trouvent le juste milieu entre « je suis assez sexuel pour que tu me trouves intéressant, mais pas trop pour que tu me trouves comme une putain », puis j'aime pas le mot, mais c'est comment les gens peuvent le percevoir, ou une fille facile, par exemple. Mais il ne faut pas que j'en ai pas assez parce que là, j'ai de l'air prude, puis j'ai de l'air trop timide, puis j'ai de l'air pogné dans ma sexualité. Donc, trouver ce juste milieu-là pour les femmes au niveau de la sexualité et trouver ce juste milieu-là au niveau émotionnel. Donc, je dois être juste assez émotionnel pour que je sois pas un trop gros macho dans la vie, mais pas trop pour que je sois perçu comme étant trop féminin. Tandis que les femmes ont une latitude au niveau de l'expression de leurs émotions, surtout de tristesse, par exemple. Mais au niveau de la sexualité, ils doivent plus le gager. Puis ils doivent comprendre, en fait, souvent, ou elles comprennent, que les hommes, dans leur sexualité, la compétence, c'est important. Que l'ego de leur partenaire est important. Et ils doivent constamment se réajuster par rapport à ça. Donc, doivent souvent cacher, en fait, une partie de leur sexualité pour ne pas intimider, en fait, leur partenaire masculin. Il y a des femmes de plus en plus qui, malgré leur compréhension de cette fragilité-là masculine, ne vont pas cacher leur sexualité. Effectivement, l'impact que ça a, c'est que ça l'intimide en fait certains partenaires masculins. Et donc, tous ces règles-là sociales qu'on apprend très, 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 très jeune, eh bien, on les peaufine avec l'âge. Et à l'âge de l'adolescence, à l'âge de l'adulte, on a peaufiné chacun notre capacité à non seulement avoir une intelligence soit émotionnelle ou sexuelle, mais de ne pas l'utiliser à bon escient, de ne pas l'utiliser à l'avantage de la progression dans le couple ou dans la relation amoureuse, ou même dans nos relations amicales ou familiales, mais on les utilise pour se protéger, pour pas qu'on soit perçu d'une certaine façon. Et donc, ça fait en sorte que, malgré qu'on a une très bonne compréhension de la dynamique de l'autre, on peut parfois prétendre de ne pas comprendre, parce que ça nous sert. Mais ça ne sert pas à long terme au couple, à la satisfaction, à la vulnérabilité qu'on veut aller chercher dans une relation, à une plus grande profondeur. Posez-vous la question, ça vous est-il déjà arrivé de masquer votre compréhension de quelque chose parce que c'était à votre avantage de le faire, que ce soit au niveau de l'émotion ou que ce soit au niveau sexuel? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui fait que vous comprenez pourquoi vous avez fait ça? Quel a été l'avantage que vous en avez retiré? Avez-vous déjà remarqué parfois que votre partenaire semble comprendre plus de choses qu'il en prétende parfois? Qu'il feigne un peu l'incompétence ou l'incompréhension dans la sexualité ou dans les émotions. Et vous allez vite vous rencontrer que vous allez probablement avoir plusieurs exemples. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que on utilise ça de part et d'autre dans un couple parce qu'on pense que ça va nous servir, mais à long terme, ça amène d'autres problématiques qui font en sorte qu'on va être obligé finalement, si on veut progresser à travers les difficultés qui
se présente à ce moment-là, il va falloir de toute façon s'exposer. Mais est-ce que je suis prêt à tolérer les conséquences de m'exposer? D'exposer mon intelligence émotionnelle, d'exposer mon intelligence sexuelle et donc de développer aussi ma maturité sexuelle et émotionnelle. Vous avez écouté le podcast Ravivez le désir. Merci encore de nous écouter. N'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologue.ca. D'aller voir sur notre site, lesexologue.ca. On a toutes sortes d'articles, on a des vidéos sur YouTube. Promenez-vous. On a aussi plusieurs programmes qui peuvent vous aider dans votre sexualité. À la prochaine!